Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank. Préface de Serge Alimi. Résonance française. En novembre 2004, l'État le plus pauvre des États-Unis, la Virginie occidentale, a réélu George W. Bush avec 56% des suffrages. Depuis, il n'a cessé de soutenir les candidats républicains à la Maison-Blanche. Pourtant, le New Deal avait sauvé la Virginie occidentale de la famine pendant les années 1930. L'État demeura un bastion démocrate jusqu'en 1980, au point de voter alors contre Ronald Reagan. Il reste encore aujourd'hui un fief du syndicat des mineurs et rappelle parfois que Mother Jones, figure du mouvement ouvrier américain, s'illustra. Alors, républicaine, la Virginie occidentale, l'idée semblait aussi biscornue que d'imaginer des villes rouges comme Le Havre ou Sète tombant à droite. Justement, cette chute est déjà intervenue, car cette histoire américaine n'est pas sans résonance en France. Plutôt qu'en Virginie occidentale, Thomas Frank a enquêté dans son Kansas natal. La tradition populiste de gauche y fut aussi vive, mais sa disparition est plus ancienne. Là-bas, il a vu s'exaucer le rêve des conservateurs. Une fraction de la classe ouvrière procure à ceux-ci les moyens politiques de démanteler les protections autrefois arrachées par le monde ouvrier. L'explication que Frank avance n'est pas strictement religieuse ou culturelle, liée au surgissement de questions susceptibles d'opposer deux factions d'un même groupe social. Qu'on pense par exemple à l'avortement, au mariage homosexuel, à la prière dans les écoles, à la peine de mort, à l'attachement aux armes à feu, à la pornographie, à la place des minorités, à l'immigration, à la discrimination positive. Quand le mouvement ouvrier se défait, la liste de ses motifs de discorde s'allonge. Puis la vie politique et médiatique se recompose autour d'eux. La droite américaine n'a pas attendu Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush et le Tea Party pour découvrir l'usage qu'elle pourrait faire des sentiments traditionnalistes, nationalistes ou simplement réactionnaires d'une fraction de l'électorat populaire. Y recourir lui semble d'autant plus avantageux qu'elle opère dans un pays où les élans socialistes sont demeurés contrariés et le sentiment de classe moins prononcé qu'ailleurs. Frank Leclerc a un autre paradoxe qui n'est pas spécifiquement américain, et qui l'est même de moins en moins. L'insécurité économique déchaînée par le nouveau capitalisme a conduit une partie du prolétariat et des classes moyennes à rechercher la sécurité ailleurs dans un univers moral, qui lui ne bougerait pas trop, voire qui réhabiliterait des comportements anciens, plus familiers. Ces cols bleus ou ces cols blancs votent alors pour les républicains, car les architectes de la révolution libérale et de l'instabilité sociale qui en découle ont eu l'habileté de mettre en avant leur conservatisme sur le terrain des valeurs. Parfois leur sincérité n'est pas en cause. On peut spéculer sur les fonds de pension les plus innovants tout en s'opposant à l'avortement. La droite gagne alors sur les deux tableaux, le traditionnel et le libéral. L'aspiration au retour à l'ordre social, racial, sexuel, moral s'accroît au rythme de la déstabilisation induite par ces réformes économiques. Les conquêtes ouvrières que le capitalisme doit refouler en prétextant la concurrence internationale sont présentées comme autant de reliquats d'une ère révolue, voire d'un droit à la paresse, à la fraude, à l'assistanat, à l'immoralité d'une culture trop accommodante envers les corporatismes et les avantages acquis. La concurrence avec la Chine ou avec l'Inde, hier avec le Japon ou l'Allemagne, impose que la jouissance cède le pas au sacrifice.
Haro donc sur ceux qui ont dénaturé la valeur travail. En France, un homme politique de premier plan imputa à l'esprit de mai 68 un grief de ce genre. Il est devenu président de la République et il aspire à le redevenir. Donc ça a été publié quand? Parce que je suppose que ça parle de Nicolas Sarkozy. Quelle est la date de public? Donc non, ce n'est pas Macron, hein, c'est Sarko dont on parle. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Pas du tout. Eh bien, c'est 2004-2005, quelque chose comme ça, à peu près, comme année. Donc, une fois que c'était préfacé, ça a dû être défacé avant 2012. Eh, c'est pas des bâillements, arrête. Arrête. J'ai pas baillé, c'est faux. Donc... Outre-Atlantique, la dimension religieuse a propulsé le ressentiment conservateur davantage qu'en Europe. Elle a procuré à la droite américaine nombre de recrues dans l'électorat populaire, lesquels ont ensuite conforté l'assise de masse d'un parti républicain soumis à l'emprise croissante des ultralibéraux et des fondamentalistes chrétiens. Dès la fin des années 60, on observe ce mouvement de politisation de la foi. En janvier 1973, quand l'arrêt Roe versus Wade de la Cour suprême légalise l'avortement, des millions de fidèles jusqu'alors peu soucieux d'engagement politique et électoral plongent dans la mêlée. Leurs convictions les plus sacrées ont été bafouées. L'État et les tribunaux qui ont autorisé cela sont instantanément frappés d'illégitimité. Pour laver l'affront, les religieux s'emploieront à tout reconquérir, à tout convertir. Maison Blanche, Congrès, gouvernement des États, tribunaux, médias. Il leur faudra chasser les mauvais juges, la Cour suprême, imposer de meilleures lois, plus vertueuses, élire des chefs d'État qui proclameront que la vie du fœtus est sacrée, imposer les valeurs traditionnelles aux studios de Hollywood, exiger davantage de commentateurs conservateurs dans les grands médias. Mais comment ne pas voir alors que certaines des plaies incriminées par les traditionalistes, l'hédonisme, la pornographie, sont alimentées par le divin marché? C'est simple, depuis 1980, chacun des présidents républicains attribue la faillite de la famille à la décadence d'un État trop présent. En substituant son humanisme laïque à l'instruction et à l'assistance autrefois dispensée par les voisins de quartier, les charités et les églises, ils auraient sapé l'autorité familiale, la moralité religieuse, les vertus civiques. L'ultralibéralisme a pu ainsi fusionner avec le puritanisme. Si un tel registre n'est pas tout à fait transposable en France, Nicolas Sarkozy a néanmoins abordé lui aussi la question des valeurs de la foi. Auteur en 2004 d'un livre titré « La République, les religions, l'espérance », il proclame d'emblée: je considère que toutes les dernières années, on a surestimé l'importance des questions sociologiques, tandis que le fait religieux, la question spirituelle, ont été très largement sous-estimés. Les fidèles aux grands courants religieux ne comprennent pas la tolérance naturelle de la société à l'endroit de toutes sortes de groupes ou d'appartenances ou de comportements minoritaires, et le sentiment de méfiance à l'endroit des religieux. Ils vivent cette situation comme une injustice. Je crois aux besoins de religieux pour la majorité des hommes et des femmes de notre siècle. La religion catholique a joué un rôle en matière d'instruction civique et morale pendant des années, lié à la catéchèse qui existait dans tous les villages de France. Le catéchisme a doté des générations entières de citoyens d'un sens moral assez aiguisé. À l'époque, on recevait l'éducation religieuse, même dans les familles où on ne le croyait pas. Cela permettait d'acquérir des valeurs qui comptaient pour l'équilibre de la société. Maintenant que les lieux de culte officiels et publics sont si absents de nos banlieues, on mesure combien cet apport spirituel a pu être un facteur d'apaisement, et quel vide il crée, et quand il disparaît. Merci, Sarko. Des comportements minoritaires? De quoi parle-t-il? Imprudemment tolérés par toutes sortes de groupes? À qui pense-t-il? Pendant que la réflexion religieuse, porteuse de valeurs, de sens moral et d'apaisement, serait-elle ignorée ou dédaignée?
On ne sait trop s'il s'agissait avec cet éloge de la catéchèse, de rafraîchir les vieilles idées, bien françaises, de la Restauration. Le sabre et le goupillon, le sacre et l'autel, les curés prêchant la soumission aux écoliers appelés à devenir de braves ouvriers, tandis que des instituteurs rouges leur farciraient le crâne avec le socialisme et la lutte des classes. Ou si, plutôt déjà, Sarko l'américain se dévoilait, ami à la fois de Bolloré et des curés. La droite américaine a toujours insisté sur les thèmes de la responsabilité individuelle, du pionnier entreprenant et vertueux qui se ferait un chemin jusqu'au rivage du Pacifique. Ce faisant, elle a pu stigmatiser sans trop de mauvaise conscience une population noire à la fois très dépendante des emplois publics et au sein de laquelle les familles monoparentales sont nombreuses, en général en raison de l'absence ou de l'incarcération du père. L'essor du conservatisme a ainsi lié réaffirmation religieuse, tempérance sexuelle, backlash racial, anti-étatisme et célébration d'un individu simultanément calculateur et éclairé par les enseignements de Dieu, cherchant à expliquer ce qui rendit aux États-Unis cet attelage néolibéral autoritaire moins instable qu'on ne l'imagine. L'historien Christopher Lasch suggéra qu'aux yeux des républicains, une lutte opposait la classe des producteurs privés et celle des intellectuels publics. La seconde cherchant à accroître son emprise sur le mariage, la sexualité et l'éducation des enfants de la même manière qu'elle avait étendu ses contrôles sur l'entreprise. L'un des principaux mérites de Thomas Frank est de nous aider à comprendre la convergence de ces griefs qu'on pourrait juger contradictoires, et chemin faisant, de nous éclairer sur l'identité, les ressorts, les tourments et le dévouement militant du petit peuple conservateur, sans jamais recourir au registre du mépris que privilégient spontanément tant d'intellectuels ou de journalistes à l'encontre de quiconque ne relève ni de leur classe, ni de leur culture, ni de leur opinion. Conjugué à une écriture empreinte d'ironie qui récuse le prêchi-prêcha, ce genre d'intelligence avec l'ennemi donne au livre son charme et sa portée. Une réaction conservatrice découle en général d'une appréciation plus pessimiste des capacités de progrès collectif. Au cours des années 60, les États-Unis imaginaient qu'ils sauraient combattre le communisme sur le terrain de l'exemplarité sociale, où les volontaires du Peace Corps, corps de paix, chargé par John Kennedy d'éduquer et de soigner les peuples du tiers-monde. D'où aussi la guerre contre la pauvreté. Donc la guerre contre la pauvreté que le président Johnson déclenche quelques années plus tard. La surpuissance américaine entrevoyait également qu'elle pourrait abolir la peine de mort et dépeupler ses prisons en proposant aux délinquants des programmes de soins, de formation, de travail salarié, d'éducation, de désintoxication, oui, pardon. L'État est alors réputé pour pouvoir tout faire. Il avait surmonté la crise de 1929, vaincu le fascisme, et il saurait reconstruire les taudis, conquérir la Lune, améliorer la santé et le niveau de vie de chaque Américain, garantir le plein emploi. Peu à peu, le désenchantement apparaît, la croyance dans le progrès se délite, la crise s'installe. À la fin des années 60, la concurrence internationale et la peur du déclassement transforment un populisme de gauche, rooseveltien, optimiste conquérant, égalitaire, aspirant au désir partagé de vivre mieux, en un populisme de droite faisant son miel de la crainte de millions d'ouvriers et d'employés de ne plus pouvoir tenir leur rang, d'être rattrapés par plus déshérités qu'eux, les eaux glacées du calcul égoïste submergeant les utopies publiques héritées du New Deal. Pour le Parti démocrate associé au pouvoir gouvernemental et syndical, le retour de bâton est brutal. D'autant que la question de l'insécurité ressurgit dans ce contexte. Elle va progressivement embourgeoiser l'identité de la gauche, perçue comme trop angélique, efféminée, laxiste, intellectuelle et prolétarisée. Celle de droite jugée plus déterminée, plus masculine, moins naïve.
Cette métamorphose s'accomplit à mesure que les ghettos s'enflamment, que l'inflation ressurgit, que le dollar baisse, que les usines ferment, que la criminalité s'amplifie, et que l'élite, jadis associée aux possédants, aux grandes familles de l'industrie et de la banque, devient identifiée à une nouvelle gauche, exagérément friande d'innovations sociales, sexuelles, sociétales et raciales. La perte d'influence du mouvement ouvrier au sein du Parti démocrate et l'ascendant corrélatif d'une bourgeoisie néolibérale, cosmopolite et cultivée n'arrange rien. Les médias conservateurs en plein essor n'ont plus qu'à déchaîner leur truculence contre une oligarchie radicale chic, au parler exsangue et technocratique, lové dans de belles résidences des États côtiers, touriste dans son propre pays, protégé d'une insécurité qu'elle conteste avec l'insouciance de ceux que cette violence épargne. Au reste, elle n'est pas entretenue dans ses aveuglements par une ménagerie d'avocats, procéduriers, de juges laxistes, d'intellectuels jargonnants, d'artistes blasphémateurs et autres boucs émissaires rêvés du ressentiment populaire. Progressistes en limousine, là-bas, gauche caviar chez nous. Nicolas Sarkozy aime les États-Unis, et il apprécie qu'on le sache. Dans son discours du 7 novembre 2007, devant le Congrès, il a évoqué avec une émotion qui n'était pas entièrement factice la conquête de l'Ouest, Elvis Presley, John Wayne, Charlton Heston. Il aurait dû citer Richard Nixon, Ronald Reagan et George W. Bush, tant son élection, inspirée des recettes de la droite américaine, n'aurait pas été concevable sans le basculement à droite d'une fraction des catégories populaires autrefois acquises à la gauche. Car ceux des châtelains de Sologne qui ont sablé le champagne le soir de sa victoire, n'ont pu le faire que grâce au renfort électoral des ouvriers de Charleville-Mézières, lesquels furent sans doute moins sensibles à la promesse d'un bouclier fiscal qu'aux homélies de l'ancien maire de Neuilly sur la France qui souffre, celle qui se lève tôt et qui aime l'industrie. Quiconque passe en revue les éléments les plus distinctifs du discours de la droite française y retrouve l'accent mis sur le déclin national, la décadence morale, la lancinante musique destinée à préparer les esprits à une thérapie de choc libérale. La rupture, le combat contre une pensée unique de gauche qu'on accuse d'avoir enquisté l'économie et atrophié le débat public. Le réarmement intellectuel gramscien d'une droite décomplexée. La redéfinition de la question sociale de manière à ce que la ligne de clivage n'oppose plus riches et pauvres, capital et travail, mais deux fractions du prolétariat entre elles, celle qui n'en peut plus de faire des efforts, et la République de l'assistanat. La mobilisation d'un petit peuple conservateur dont on se prétend l'expression, persécuter le volontarisme politique enfin, face à une élite gouvernante qui aurait baissé les bras. Presque tous ces ingrédients ont déjà été accommodés dans le Kansas de Thomas Frank. Un homme à poigne s'impose plus naturellement quand le désordre s'empare de la ville-maison. En 1968, Nixon rôde un discours glorifiant la majorité silencieuse qui n'accepte plus de voir son pays devenir la proie du chaos. Deux assassinats politiques, Martin Luther King et Robert Kennedy, viennent d'avoir lieu. Et après le traumatisme... Deux assassinats politiques, pardon. J'étais resté sur assistanat. Donc deux assassinats politiques, Martin Luther King et Robert Kennedy, viennent d'avoir lieu. Et après le traumatisme des émeutes de Watts, Los Angeles, en août 1965, 34 morts et 1000 blessés. Des répliques sont intervenues à Détroit, en juillet 1967, puis à Chicago et à Harlem. Nixon invite ses compatriotes à écouter une autre voix, une voix tranquille dans le tumulte des cris. C'est la voix de la grande majorité des Américains. Les Américains oubliés, ceux qui ne crient pas, ceux qui ne manifestent pas. Ils ne sont ni racistes ni malades. Ils ne sont pas coupables des fléaux qui infestent notre pays.
2 ans plus tôt, en 1966, un certain Ronald Reagan s'était fait élire gouverneur de Californie en détachant les petits blancs d'un parti démocrate dont il avait pourfendu le manque de fermeté face à des étudiants contestataires opposés à la fois à la guerre du Vietnam et à la police de la moralité bourgeoise, laquelle ne se distinguait pas toujours de la moralité ouvrière. Les soulèvements urbains, les désordres dans les campus se procurèrent ainsi à la droite américaine l'occasion de se prolétariser sans bourse déliée. Un peu à la manière de Nixon, Nicolas Sarkozy s'est employé à adresser la majorité silencieuse des petits contribuables qui n'en peuvent plus, contre une jeunesse à ses yeux dépourvue du sens de la reconnaissance. Mais dans son cas, il ne s'agissait plus de vilipender l'ingratitude des petits bourgeois chevelus d'autrefois. Sa cible ne relevait ni de la même classe, ni des mêmes quartiers. La vérité, c'est que depuis 40 ans, on a mis en place une stratégie erronée pour les banlieues. D'une certaine manière, plus on a concentré de moyens à la politique de la ville, moins on a obtenu de résultats. Plus on a consacré de moyens à la politique de la ville, moins on a obtenu de résultats. Le 18 décembre 2006, dans les Ardennes, le ministre de l'Intérieur alors précisa son propos. Il salua la France qui croit au mérite et à l'effort. La France dure à la peine. La France dont on ne parle jamais, parce qu'elle ne se plaint pas. Parce qu'elle ne brûle pas de voitures. Cela ne se fait pas ici de casser ce que l'on a payé si cher, parce qu'elle ne bloque pas les trains. La France qui en a assez que l'on parle de son nom, que l'on parle en son nom. Les Américains qui ne crient pas, disait Nixon. La France qui ne se plaint pas, répond Sarkozy. Entre 1969 et 2005, la droite américaine aura occupé la Maison-Blanche 84 années sur 36. De 1995 à 2005, elle a également contrôlé les 2 chambres du Congrès, les gouvernements et de la plupart des États. La Cour suprême est entre ses mains depuis très longtemps. Malgré cela, Frank insiste sur ce point, les conservateurs jouent aux persécutés. Plus la droite domine, plus elle se prétend dominer, anxieuse de rupture avec le statu quo. Car à ses yeux, le politiquement correct, c'est toujours les autres. Tant que demeurera un petit journal de gauche, un universitaire qui quelque part enseigne Keynes, Marx ou Picasso, les États-Unis resteront décriés comme une caserne soviétique. La rancœur fait carburer la locomotive conservatrice. C'est toujours en avant, jamais content. Symbole de la petite bourgeoisie provinciale, Nixon se jugeait méprisé par la dynastie des Kennedy et des grands médias. George W. Bush, études à Yale, puis à Harvard, fils de président et petit-fils de sénateur, s'est perçu lui aussi comme un rebelle, un petit texan teigneux et mal embouché, égaré dans un monde de snobs façonné par le New York Times. Et Nicolas Sarkozy? Avions-nous mesuré à quel point il fut vilipendé lui aussi? Maire à 29 ans, d'une ville richissime, tour à tour ministre du budget, de la communication, numéro 2 du gouvernement, responsable de la politique, responsable de la police, grand argentier, président du parti majoritaire, avocat d'affaires, ami constant des milliardaires, qui possèdent les médias, et qui produisent des programmes célébrant la police, l'argent et les nouveaux riches. Il a énormément souffert du mépris des élites. Depuis 2002, a-t-il précisé, je me suis construit en marge d'un système qui ne voulait pas de moi comme président de l'UMP, qui récusait mes idées comme ministre de l'Intérieur et qui contestait mes propositions. 5 ans après le début de ce purgatoire, au cours d'un meeting auquel participaient des proscrits aussi notoires que Valéry Giscard d'Estaing et Jean-Pierre Raffarin, il lança à ses petits camarades « Dans cette campagne, j'ai voulu m'adresser à la France exaspérée, à cette France qui souffre, à laquelle personne ne parlait plus, sauf les extrêmes. Personne ne parlait plus, sauf les extrêmes. Et le miracle s'est produit. Le peuple a répondu. Il s'est levé. Il a choisi, et ce n'est pas conformé à la pensée unique. Maintenant, on veut le faire rasseoir. Eh bien moi, je ne veux pas être le candidat du peuple.
le porte-parole du peuple, de tous ceux qui ont assez qu'on les mette de côté. Je veux être le candidat. Enfin, pas je ne veux pas. C'est vous qui choisirez le président de la République. Ce n'est pas les élites, les sondages, les journalistes. S'ils s'y mettent si nombreux pour m'empêcher, c'est qu'ils ont compris, une fois le train passé, qu'il sera trop tard. Il est trop tard, et les élites se terrent. C'est là une vieille recette de la droite. Pour ne pas avoir à s'étendre sur la question des intérêts économiques, ce qui est sage, quand on défend ceux d'une minorité de la population, il faut se montrer intarissable sur les thèmes des valeurs, de la culture et des postures. Ordre, autorité, travail, mérite, moralité, famille. La manœuvre est d'autant plus naturelle que la gauche terrorise à l'idée qu'on pourrait la taxer de populisme, refuse. À la gauche terrorisée à l'idée qu'on pourrait la taxer de populiste, refuse de désigner ses adversaires, à supposer qu'elle en conserve un seul en dehors du racisme et de la méchanceté. Pour le Parti démocrate, la peur de faire peur, c'est-à-dire en vérité celle d'être vraiment de gauche, devint paralysante à un moment où de son côté la droite ne montrait aucune retenue, aucun complexe de ce genre. Un jour, François Hollande, qui n'avait pas employé le mot ouvrier une seule fois dans sa motion adoptée par les militants du congrès de Dijon en 2003, laissa échapper que les socialistes français s'en prendraient peut-être aux riches. Il se garda de récidiver devant le Hourvari qui s'ensuivit. Demeurent donc les valeurs pour feindre et de se distinguer encore. En débattre sans relâche a permis à la gauche libérale de maquiller son accord avec la droite conservatrice sur le dossier de la mondialisation ou des rapports avec le patronat. Les entrepreneurs, mais cela a offert aux conservateurs l'occasion d'installer la discorde au sein des catégories populaires. En général, plus partagées sur les questions de morale et de discipline que sur la nécessité d'un bon salaire. Au total, qui a gagné ? Dans le Kansas de Thomas Frank, on connaît la réponse. Ailleurs aussi, parfois. Le 29 avril 2007, à Paris, devant une foule qui brimait son plaisir, Nicolas Sarkozy pourfendit avec gourmandise à un grand moment d'épouvante survenu près de 4 ans plus tôt. Il avouerait proclamer que tout était permis, que l'autorité c'était fini, que la politesse c'était fini, que le respect c'était fini. Il n'y avait plus rien de grand, rien de sacré, plus rien d'admirable. Plus de règles, plus de normes, plus d'interdits. Voyez comment l'héritage de mai 68 a liquidé l'école de Jules Ferry. Introduit le cynisme dans la société et dans la politique. Contribué à affaiblir le moral du capitalisme. Préparer le triomphe du prédateur sur l'entrepreneur, du spéculateur sur le travailleur. Cette gauche héritière de mai 68, qui est dans la politique, dans les médias, dans l'administration, dans l'économie, qui trouve des excuses aux voyous, condamne la France à un immobilisme dont les travailleurs, dont les plus modestes, les plus pauvres, ceux qui souffrent déjà, seraient les principales victimes. La crise du travail est d'abord une crise de morale, dans laquelle l'héritage, mai 68, porte une lourde responsabilité. Écoutez les héritiers de mai 68, qui cultivent la repentance, qui font l'apologie du communautarisme, qui dénigrent l'identité nationale, qui attise la haine de la famille, de la société, de l'État, de la nation, de la République. Je veux tourner la page de mai 68. En privilégiant, dès les années 60, les couleurs vives au ton pastel, Reagan avait anticipé le discours de combat de Sarkozy, mais aussi ceux de Berlusconi et de Thatcher, et contredit tous ces politologues qui ne conçoivent la conquête du pouvoir que comme une éternelle course au centre. Les républicains prospèrent, un choix par un écho. Ne plus redouter son ombre, voilà une idée dont la gauche gagnerait à s'inspirer. Oui, c'est vrai, il vire un peu en Homer Simpson, je m'en suis rendu compte. Mais bon, il est tout aussi intelligent. Le succès de la droite en terrain populaire ne s'explique pas uniquement par la pugnacité ou par le talent de ses porte-paroles aux États-Unis comme en France.
Elle profita de transformations sociologiques et anthropologiques, en particulier d'un affaiblissement des collectifs ouvriers et militants qui a conduit nombre d'électeurs aux revenus modestes à vivre leur rapport à la politique et à la société sur un mode plus individualiste, plus calculateur. Le discours du choix, du mérite, de la valeur travail les a ciblés. Ils veulent choisir leur école, leur quartier, pour ne pas devoir subir ce qu'il y a de pire. Ils estiment avoir du mérite et n'en être pas récompensés. Ils travaillent dur et gagnent peu, guère plus, estiment-ils, que les chômeurs et les immigrés. Les privilèges des riches leur semblent tellement inaccessibles qu'ils ne les concernent pas, qu'ils ne concernent plus. À leurs yeux, la ligne de fracture économique passe moins entre privilégiés et pauvres, capitalistes et ouvriers, davantage entre salariés et assistés, blancs et minorités, travailleurs et fraudeurs. Pendant les 10 années qui précédèrent son ascension à la Maison-Blanche, Reagan raconta ainsi l'histoire fausse d'une reine de l'aide sociale, Welfare Queen, qui utilise 80 noms, 30 adresses et 12 cartes de sécurité sociale, grâce à quoi son revenu net d'impôt est supérieur à 150 000 $. Il pourfendit également les fraudeurs paradant dans les supermarchés, se payant des bouteilles de vodka avec leur allocation familiale et achetant des T-bone steaks pendant que vous attendez à la caisse avec votre paquet de viande hachée. Un jour, Jacques Chirac se découvrit les mêmes talents de fabuliste. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses qui gagnent 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Crac crac. Si vous ajoutez le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou. Ce fameux père de famille, touchant plus de 7 500 € d'aide sociale par mois, n'existait pas. Ah non, pardon, c'était fini. Bonjour Quentin Tamar, et exactement ça. C'est bien les écrans plats qui étaient achetés avec les allocs. Donc, ce fameux père de famille touchant plus de 7 500 € d'aide sociale par mois n'existait pas. Il ne coûtait donc rien à personne. Mais il rapporta très gros à quelques-uns. Nicolas Sarkozy a refusé que ceux qui ne veulent rien faire, que ceux qui ne veulent pas travailler, vivent sur le dos de ceux qui se lèvent tôt et qui travaillent dur. Il a opposé la France qui se lève tôt à celle des assistés, jamais à celle des rentiers. Parfois à l'américaine, il a ajouté à une dimension ethnique et raciale à l'opposition entre les catégories populaires, dont il escomptait les dividendes électoraux. Ainsi, à Agen, le 22 juin 2006, ce passage d'un de ses discours lui valut sa plus longue ovation. Et à ceux qui ont délibérément choisi de vivre... Non, attendez. Et à ceux qui ont délibérément choisi de vivre du travail des autres, ceux qui pensent que tout leur est dû, ceux qui même doivent rien à personne, ceux qui veulent tout de suite, sans rien faire, ceux qui, au lieu de se donner du mal pour gagner leur vie, préfèrent chercher dans les replis de l'histoire une tête imaginaire que la France aurait contractée à leur égard, et qu'à leurs yeux, elle n'aurait pas réglé, ceux qui préfèrent attiser la surenchère des mémoires pour exiger une compensation que personne ne leur doit, plutôt que de chercher à s'intégrer par l'effort et par le travail, ceux qui n'aimaient pas la France, ceux qui exigent tout d'elle sans rien vouloir lui donner, je leur dis qu'ils ne sont pas obligés de demeurer sur le territoire national. Indolence, assistance, récrimination et immigration se trouvaient ainsi mêlés à un cocktail qui se relève souvent très performant. En juillet 2004, alors que Franck et moi roulions entre Washington et la Virginie occidentale, l'autoradio diffusait l'émission de Rush Limbaugh. Écoutée par 13 millions d'auditeurs, la campagne électorale battait son plein et l'animateur ultra-conservateur y consacrait toute son attention, sa gouaille, sa férocité. Or, à l'entendre, quel était l'enjeu du jour? Le fait que quelques heures plus tôt, dans un restaurant, l'épouse richissime du candidat démocrate John Kerry avait semblé ignorer l'existence d'un plat traditionnel américain. L'acte d'accusation de Limbaugh
et des auditeurs à qui il avait choisi de donner la parole, ou de ne pas la retirer, fut tout trouvé. Décidément, ces démocrates n'étaient pas en phase avec le peuple, sa culture et sa cuisine. Et comment s'étonner ensuite que John Kerry, grande famille de la côte Est, études privées en Suisse, mariage avec un milliardaire, 5 résidences, un avion privé pour aller de l'une à l'autre, un snowboard en hiver, du windsurf en été, même son vélo valait 8000 $, parle français. L'insistance que des idéologues conservateurs aussi présents dans les médias que dans les églises réservent à des manières d'être ou à des affectations humbles, pieuses, simples, patriotiques, les leurs bien entendu, est d'autant plus redoutable que la gauche, elle, paraît de plus en plus associée à l'expertise, à la morgue, au cosmopolitisme, au mépris du peuple. Le piège s'est alors refermé. Démocrates ont enflé les voiles d'un poujadisme culturel qui les a balayés. Au bout de la route, on trouve ce dérangement mental que Frank examine en même temps qui en procure les clés. Depuis 1980, aux États-Unis, des hommes politiques de droite, de Ronald Reagan à George W. Bush, ont obtenu le soutien de certains des groupes sociaux qui constituaient les cibles de leurs propositions économiques. Ouvriers, employés, personnes âgées, en se réclamant des goûts et des traditions populaires. Pendant que le président californien et son successeur texan offraient de plantureux abattements fiscaux aux riches, il promettait aux petits, aux obscurs et aux sans grade le retour à l'ordre, au patriotisme, au drapeau qui flotte aux couples qui se marient et aux jours de chasse avec grand-père. Salut Kublai Khan. Alors. C'est quoi que t'avais pas compris T'avais pas compris le Sarko HS ou l'autre? De toute façon, en gros, hein, voilà, aux États-Unis, les démocrates, ils se font taper dessus parce qu'ils sont riches. En gros, c'était ça. En gros, ils avaient donc Rush Limbaugh, donc un éditorialiste, même pas, il présente une émission radio où il y a plein d'auditeurs. L'imitation qu'a rendu le discours de Sarko confus. Je te la refais rapidos. Donc, à ceux qui ont libéralement choisi de vivre du travail des autres, blablabla. En gros, très clairement, ce qu'il dit, c'est que, c'est ce que nous ressortent la droite en ce moment, l'extrême droite, c'est que, en fait, il y a des grosses assistés en France, et c'est des racisés, parce qu'ils pensent que vu qu'on les a colonisés, on a une dette envers eux, et du coup, ils devraient pas travailler chez nous et nous exploiter, nous petits blancs. Sauf que c'est pas le cas. En gros, c'était ça le discours. Donc ça, c'était du Sarkozy 2007. Pure souche. En 2006, précisément. En gros, il disait, il y en a qui pensent qu'on a une dette envers eux. Et du coup, ils veulent pas travailler. Et donc, ils vous volent. C'était ça. Et quand il dit une dette envers eux, il parle bien évidemment des minorités, et plus principalement des immigrés. Ou des descendants d'émigrés. Tout simplement. Du grand Sarko. En tout cas, voilà, après on avait la gauche qui s'est retrouvée coincée parce qu'ils se sont bien embourgeoisés, et du coup, on leur tape dessus là-dessus. Tout au long de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy a évoqué les travailleurs qui rentrent crevés, ceux qui se trimballent avec une dent qui manque. Il a même écrit « Dans les usines, on parle peu. Il y a chez les ouvriers une noblesse de sentiments qui s'exprime plus par des silences enveloppés dans une forme extrême de pudeur que par des mots. J'ai appris à les comprendre et j'ai l'impression qu'ils me comprennent. » Cette connivence revendiquée avec la majorité des Français, téléspectateurs de Michel Drucker et fans de Johnny Hallyday mêlés, lui paraît d'autant plus naturel que je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un idéologue,
Je suis pas un intellectuel. Je suis quelqu'un de concret. Un homme vivant, avec une famille comme les autres. En face, soucieuse de mieux se fondre dans l'économie post-industrielle qu'affectionnent les lecteurs des Incorruptibles et de Libération, de rassurer les petits bourgeois écologistes des villes qui, dorénavant, constituent le socle de son électorat, la gauche a choisi de purger son vocabulaire des mots prolétaires et classe ouvrière. Résultat, la droite les récupère. Il y en a, s'amusa un jour Nicolas Sarkozy, qui dans son grand hôtel, pour bavasser ensemble, ils discutent, boutique et parti. Moi, mon hôtel, c'est l'usine. Je suis au milieu des Français. Les usines, c'est beau, il y a du bruit, ça vit. Personne ne se sent seul. Il y a les copains, la fraternité. C'est pas comme les bureaux. Oui, exactement, Quentin Tamar. Il y a effectivement des gros assistés, les capitalistes, patrons et actionnaires. Mais il n'a pas visé cela. Donc voilà, c'est très drôle, Sarko il dit que il y a une certaine noblesse dans les ouvriers parce qu'ils ne parlent pas quand ils travaillent. Mais ils parlent pas en fait parce qu'ils n'ont pas le droit, tout simplement. Voilà. Dans les usines, on parle peu. Il y a chez les ouvriers une noblesse de sentiments qui s'exprime par des silences enveloppés dans une forme d'extrême pudeur que par des mots. C'est quand même incroyable, hein. Ils ne parlent pas dans les usines, c'est parce qu'ils sont assez nobles. Et il y a une noblesse et une pudeur. C'est pour ça qu'ils ne s'expriment pas. Non, non, ils n'ont pas le droit de parler. Il faut qu'ils soient productifs. C'est pas parce qu'ils sont nobles. Ah, c'est terrible. Donc. Pour un homme de droite, il est bien sûr avantageux de savoir dresser le prolétariat et les petites classes moyennes, tantôt contre les nantis, résidant à l'étage du dessus, employés avec statut, syndicats et régimes spéciaux, tantôt contre les assistés, relégués un peu plus loin, ou contre les deux à la fois. Mais si cela ne suffit pas, l'anti-intellectualisme constitue une puissante arme de secours, qui peut permettre de conduire la politique du MEDEF avec les anciens électeurs de Georges Marchais. Donc oui, hein. Sarko qui dit qu'il n'est pas intellectuel, ça on l'avait bien compris. Ce n'est pas une lumière. Quand Frank démonte ce stratagème, il se garde de le déplorer avec les airs d'un mondain de Manhattan. Il en éclaire les ressorts. Celui-ci, par exemple, la mondialisation économique, qui a laminé les conditions d'existence des catégories sociales les plus mal dotées, au capital culturel, diplôme, langue étrangère, etc., semble au contraire avoir réservé ses bienfaits aux manipulateurs de symboles, essayistes, juristes, architectes, journalistes, financiers. Alors, quand ces derniers prétendent en plus dispenser aux autres des leçons d'ouverture, de tolérance, d'écologie et de vertu, la colère déferle. Les républicains qui ont excellé à se présenter comme assiégés par une élite culturelle et savante pouvaient-ils par conséquent rêver avoir des adversaires plus détestés? L'isolement social de la plupart des intellectuels, des experts, des artisans, leur individualisme, leur narcissisme, leur dédain des traditions populaires, leur mépris des ploucs éparpillés loin des côtes, ont ainsi alimenté un ressentiment dont Fox News et le Tea Party firent leur pelote. En prenant pour cible principale l'élite de la culture, le populisme de droite a protégé l'élite de l'argent. Il n'y est parvenu que parce que la suffisance de ceux qui savent est devenue plus insupportable que l'impudence des possédants. Et d'autres avocats des privilèges se sont engouffrés dans la brèche. Un jour, ne s'entraînait ni avec Martin... Un jour qu'il s'entretenait ni avec Martin Bouygues, ni avec Bernard Arnault, ni avec Bernard-Henri Lévy, Nicolas Sarkozy confia à Paris Match « Je suis comme la plupart des gens, j'aime ce qu'ils aiment. J'aime le Tour de France, le football, je vais voir les Bronzés 3. J'aime écouter la chanson populaire. » Nicolas Sarkozy appréciait aussi les soirées du Fouquet's, les yachts de Vincent Bolloré et la perspective de gagner énormément d'argent en enchaînant les conférences devant des publics de banquiers et d'industriels. Toutefois, quand on referme le livre de Thomas Frank, une interrogation surgit, qui déborde largement l'exposition des stratagèmes et des hypocrisies de la droite. Elle pourrait se résumer ainsi. Le discours décharné et rabougri de la gauche, son empressement à se fondre dans l'ordre libéral planétaire, Pascal Lamy, son assimilation du marché à l'air qu'on respire, Ségolène Royal,
Sa proximité avec le monde du spectacle et de la frime, Jack Lang, sa réticence à évoquer la question de classe sous quelque forme que ce soit, sa peur du volontarisme politique, sa haine du conflit, enfin, tout cela, n'aurait-il pas préparé le terrain à la victoire de ses adversaires? Les éternels rénovateurs de la gauche ne semblent jamais s'inspirer de ce genre de questionnement, au contraire. Il n'existe pas de meilleure preuve de son urgence. Fin de la préface de Serge Halimi. Une grosse préface, hein. Voilà, voilà. Alors, c'est dans le titre. Pardon, je m'hydrate. Je m'hydrate, mais du coup, je suis en train de lire Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank, et c'était la préface écrite par Serge Halimi. Et là, on va pouvoir attaquer l'introduction, et attaquer vraiment le livre. J'ai un point d'exclamation lecture, mais il n'est pas à jour, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas mis à jour. Donc. Je pense qu'après l'intro, on arrêtera. Parce que l'intro, elle fait quand même une bonne quinzaine de pages. Le problème, c'est que le premier chapitre, en fait, on va s'arrêter en plein milieu, parce qu'il est vachement long. On verra bien. Je vais lire l'intro et puis on verra bien si on a le temps de lire le premier chapitre ou pas. Oui, alors, donc, Pourquoi les pauvres votent à droite, c'est écrit par Thomas Frank, qui est chercheur, je crois, chercheur en sciences sociales aux États-Unis, spécialiste des classes. Je vais vérifier pour pas vous dire d'ânerie, mais je crois que oui. Hop. Donc, hop. Journaliste et essayiste américain. Non, il n'est pas chercheur. Mais c'est un ami de Serge Halimi, pour le coup, qui lui est français et directeur, rédac-chef du Monde Diplo, actuellement. Et donc, Serge Halimi a fait la préface du livre. Donc oui, le reste du livre va parler beaucoup des classes populaires aux États-Unis. L'introduction s'appelle « Qu'est-ce qui cloche avec l'Amérique ?» Et donc voilà, ça va parler des États-Unis, évidemment. Mais là, toute la préface, ça s'appelait « Résonance française », pour faire le lien, en fait, avec ce qui va être dit dans le livre et ce qu'on a en France. Donc le truc, c'est que le passage, en fait, des classes populaires à droite aux États-Unis a déjà été acté depuis longtemps, alors qu'en France, il était encore un peu en cours et acté par Sarkozy. C'était un peu plus récent en France que ce qui était le cas aux États-Unis. Mais de rien. Donc voilà, on va voir le déroulé. Alors, introduction, qu'est-ce qui cloche avec l'Amérique? Le comté le plus pauvre des États-Unis ne se trouve pas dans les Appalaches ou dans le sud profond, mais dans les grandes plaines. Contre de rudes fermiers et de petites villes rurales sur le déclin. Dans cette région, en 2000, George W. Bush, candidat républicain à l'élection présidentielle, l'a emporté avec plus de 80% des voix. L'auteur parle ici du comté de McPherson, au Nebraska. Mais il y a plusieurs autres comtés dans cet état où l'extrême pauvreté coïncide avec l'extrême républicanisme, comme il en existe également au Kansas et au Dakota. La nouvelle m'a stupéfait, comme elle a également stupéfait la plupart des gens que je connais. Car pour nous, tous, le parti des travailleurs, les pauvres, des pauvres, des démunis et des victimes, c'est le parti démocrate. Cela nous paraît une évidence, simplifié et parfait, et fait partie de l'ABC.
de tout adulte. Lorsque j'ai rencontré l'histoire de ce comité miséreux de la région des Grandes Plaines à une de mes amies, elle s'est montrée extrêmement perplexe. Comment peut-on voter républicain quand on a dû au moins une fois travailler pour un patron? Comment autant de gens ont pu commettre une erreur si grossière? Cette excellente question est à bien des égards la question de notre temps. Ce phénomène qui voit certaines personnes jouer contre leurs intérêts les plus fondamentaux est au cœur de la vie politique de nos démocraties. Ce dysfonctionnement est la base même de notre organisation civique, ce sur quoi tout le reste repose. Il a mis les républicains à la tête des 3 branches du gouvernement et a facilité l'élection des présidents, de sénateurs et de gouverneurs républicains. Il a fait glisser les démocrates vers la droite et permis de lancer, juste pour le plaisir, la procédure d'impeachment contre Bill Clinton. Si vous gagnez plus de 300 000 $ par an, vous pouvez assurément rendre grâce à ce dysfonctionnement. Et n'oubliez pas de lever parfois un verre à la santé de tous ces pauvres républicains des Grandes Plaines quand vous savourez votre bonne fortune. C'est grâce à leur vote et à leur sens du sacrifice que vous n'avez plus à supporter le fardeau des droits de succession, les syndicats trouble-fête et ces fâcheux de régulateurs bancaires. C'est encore grâce à l'allégeance de ces fils et filles du labeur que vous avez pu échapper à ces taux d'imposition sur le revenu que vos ascendants fortunés qualifiaient de confiscatoires. Enfin encore, grâce à eux, vous avez pu vous payer cette année 2 Rolex au lieu d'une seule et offrir ce Segway au carénage doré. Le Segway est un moyen de transport électrique monoplace doté de capteurs d'inclinaison et que le conducteur en station debout pilote en inclinant son corps dans la direction voulue. À moins que vous ne fassiez partie de ces millions de citoyens américains moyens qui ne voient pas ce qu'il peut y avoir là de dérangeant, à vos yeux, ce conservatisme agressif est absolument normal, et c'est l'inverse qui vous laisse pantois. Tous ces ouvriers qui continuent de voter pour les libéraux. Sans doute voyez-vous les choses à la manière de cet autocollant perçu dans une foire au fusil de Kansas qui prétendait qu'un travailleur qui soutient les démocrates est un peu comme un poulet qui soutiendrait Kentucky Fried Chicken. Vous étiez peut-être de ceux qui, en 1968, se sont levés pour l'Amérique écœurés, comme vous l'étiez d'entendre tous les soirs à la télé, ces filles à papa, en collier de perles, cracher sur le pays. Vous compreniez sans doute parfaitement ce que voulait dire Richard Nixon quand il évoquait la majorité silencieuse de ces gens dont le dur labeur n'avait pour salaire que les insultes proférées en permanence à leur égard, du haut des plateaux de télévision, dans les films hollywoodiens, ou de la bouche de ces « je sais tout » d'universitaires qui ne s'intéressent nullement à ce que vous pouviez dire. À moins que ces juges libéraux ne vous aient rendu fou de rage en réécrivant au débeauté les lois de votre État pour satisfaire quelques idées farfelues conçues au beau milieu d'un cocktail et ordonnant que votre ville finance un plan de désagrégation de plusieurs millions de dollars sortis de leur imagination débridée. Ou bien encore en relâchant les criminels pour qu'ils s'en prennent à ceux qui travaillent dur et aux plus industrieux d'entre vous. Possible aussi que vous ayez pas supporté la politique du contrôle des armes qui visait évidemment le même objectif, désarmer les honnêtes gens comme vous. Peut-être Ronald Reagan vous a-t-il aspiré dans le tourbillon conservateur en rappelant à votre bon souvenir l'âge d'or de l'Amérique de Glenn Miller, en référence à un musicien de jazz américain qui fut l'emblème de l'époque swing à la fin des années 30. Glenn Miller s'engage en 1942 et dirige le Glenn Miller Army Air Force Band, un orchestre militaire de jazz et de danse qui jouait pour le moral des troupes. Donc, en rappelant votre bon souvenir l'âge d'or de l'Amérique de Glenn Miller, et d'avant que le monde ne devienne un enfer. À moins que vous n'ayez été convaincu par les diatribes quotidiennes de Rush Limbaugh contre les arrogants et les prétentieux. Peut-être même êtes-vous devenu républicain à votre corps défendant à cause de Bill Clinton lui-même, de sa fausse compassion criante et de son mépris évident pour les Américains, moyens qui n'ont pas fait les prestigieuses universités et qui a eu l'audace d'envoyer au combat alors qu'il avait personnellement détalé comme un lâche quand ça avait été son tour.
Donc Rush Limbaugh, c'est un républicain enragé. Il diffuse des idées les plus conservatrices pendant les 3 heures que dure son émission de radio quotidienne, The Rush Limbaugh Show, qui capte plus de 10 millions d'auditeurs. Donc voilà, c'est Pascal Praud, en gros. Tout le monde ou presque peut raconter l'histoire de sa conversion. Comment votre père avait été un sidérurgiste syndiqué et un démocrate acharné, mais comment ensuite vos frères et sœurs se sont mis à voter républicain. Comment votre cousin avait abandonné le méthodisme pour se rendre à l'école pentecôtiste à l'extérieur de la ville. Comment vous avez fini par en avoir marre de vous faire engueuler parce que vous mangiez de la viande ou portiez des vêtements ornés de la mascotte indienne de l'université locale, et qu'un jour Fox News a commencé à vous sembler assez juste et impartial après tout. Prenons la famille de l'un de mes amis originaire d'une de ces villes du Midwest, que les sociologues aiment à visiter de temps en temps parce qu'elles sont prétendument si typiques. Il s'agit d'une ville industrielle de taille moyenne où l'on fabriquait des machines-outils, des pièces détachées d'automobiles et des trucs du même genre. Lorsque Reagan est devenu président en 80, plus de la moitié de la population ouvrière de la ville travaillait à l'usine et la plupart de ses ouvriers étaient syndiqués. Avec un ethos ouvrier, la ville était prospère, calme et libérale, au sens traditionnel du terme. Le père de mon ami était enseignant dans un établissement public, membre fidèle du syndicat des enseignants, et libéral bien plus convaincu que beaucoup d'autres. Après avoir été en son temps un farouche partisan de George McGovern, il avait voté lors des primaires démocrates de 1980 pour Barbara Jordan, représentante noire du Texas. Mon ami, en revanche, était à l'époque un étudiant républicain, jeune réganien, appréciant fort le conservatisme typique d'Adam Smith et les écrits de William Buckley. Alors, petite note sur Barbara Jordan, représentante noire du Texas. Elle est membre du Congrès et sénateur du Dakota du Sud, de 63 à 80. Ah non, quoi? Ah non, c'est sur les deux, pardon. Donc sur George McGovern et Barbara Jordan. Le premier est membre du Congrès et sénateur du Dakota du Sud de 63 à 80. George Stanley McGovern fut candidat à la présidence pour les démocrates en 72. Son programme prônait notamment la fin de l'engagement américain en Vietnam et la mise en place d'un revenu minimum. Présenté par les républicains comme un gauchiste, il fut sévèrement battu par Richard Nixon. Tandis que Barbara Jordan était élue sénatrice du Texas en 67. Barbara Jordan fut la première femme noire à cette fonction dans le Sud depuis 1983. Elle défendra en particulier la cause des droits civiques. Membre de la Chambre des représentants à partir de 1973, elle se retire de la politique en 1979 et devient professeure à l'Université du Texas à Austin. Tandis que pour William Buckley, fils d'un millionnaire du pétrole, William F. Buckley est considéré comme le père du conservatisme moderne. Libertarien et ultra-catholique, il a mis dès les années 50 son réseau de presse, dont la National Review et de think tank, au service des courants les plus réactionnaires au sein du Parti républicain. Récemment, il s'est montré très critique envers George W. Bush, jugé trop modéré. Voilà le level. George W. Bush serait modéré. Donc voilà. Je reprends du coup parce que ça a un peu coupé le flux, les petites notes. Le père, il votait pour McGovern et Barbara Jordan. Son ami, par contre, il est fan il aime les idées réganiennes, le conservatisme à la Adam Smith et les écrits de William Buckley. En écoutant son fils pérorer sur Milton Friedman et la nature divine du capitalisme de libre marché, le père se contentait de secouer la tête. Un de ces jours, fiston, tu réaliseras quel secoué tu fais. Pourtant, ce fut le père qui finit par se convertir. Aujourd'hui, il vote pour les républicains les plus à droite qu'il puisse trouver. C'est la question de l'avortement qui l'a fait changer d'avis. Catholique fervent, et le père de mon ami était persuadé au début des années 90 que le caractère sacro-saint du fœtus l'emportait de loin sur toutes les autres préoccupations, et c'est ainsi qu'il finit par se rallier à la lutte des conservateurs contre les antichrists, les médias élitistes, la CLU,
le mépris pour nos valeurs, le féminisme chic et ceux qui rejettent l'idée que les chrétiens sont honteusement persécutés ici aux États-Unis. En fait, cela ne l'a même pas dérangé d'entendre Bill O'Reilly affirmer que le syndicat des enseignants était constitué d'individus qui n'aiment pas l'Amérique. Donc l'ACLU, c'est l'American Civil Liberty Union, association américaine de défense des libertés individuelles fondée en 1920 par Roger Baldwin, avec pour mission de défendre et préserver les droits et libertés des individus garantis dans ce pays à chaque personne par la Constitution et les lois des États-Unis. Aujourd'hui célèbre pour son activisme dans le domaine judiciaire, la CLU comptait 500 000 membres fin 2005. Et ensuite, Bill O'Reilly, c'est un présentateur de télévision surnommé le pape du journalisme télé. Bill O'Reilly est surtout connu pour son émission O'Reilly Factor, diffusée par le réseau Fox News, et un programme quotidien de 2 heures, Radio Factor. Ses prises de position ultra-conservatrices et ses déclarations sont souvent au centre de polémiques, qui nourrissent à l'occasion ses émissions. Par exemple, après le refus du gouvernement français de suivre l'intervention américaine en Irak, il avait appelé au boycott des produits hexagonaux et mis en vente des autocollants anti-français. Ou encore quand il déclara que les émeutes de l'automne 2005 en France étaient menées par des extrémistes musulmans et avaient provoqué de nombreux morts. Donc voilà, on est sur cette catégorie de grosses raclures. Pendant ce temps, sa petite ville typiquement moyenne du Midwest avait suivi la même trajectoire. Alors même que la politique économique républicaine dévastait les industries, les syndicats des quartiers de la ville, la population réagissait en se focalisant sur les problèmes d'ordre culturel, pour finir par se retrouver avec un représentant républicain de la ligne dure, un chrétien born again, qui menait avant tout campagne sur le terme de l'anti-avortement. Aujourd'hui, la ville ressemble à un détroit en miniature. En outre, à chaque mauvaise nouvelle économique, elle devient un peu plus amère, plus cynique et plus conservatrice. Et donc sur le chrétien born again, un chrétien qui serait né à nouveau, expression issue des évangiles, à la faveur d'une intense expérience spirituelle, courant lié au mouvement évangélique protestant, les born again font preuve d'une foi démonstrative et privilégient le rapport direct avec Dieu au travers de la musique et de la prière. Extrêmement conservateur, il s'oppose notamment à l'avortement et au mariage homosexuel. Près d'un tiers des chrétiens américains se considèrent comme born again. Le plus célèbre n'est autre que George W. Bush, que la révélation spirituelle aurait arraché à l'alcoolisme. Ce dysfonctionnement est la signature même de la Grande Réaction. Ce conservatisme qui occupa d'abord la scène nationale en vitupérant contre les grands rassemblements et les manifestations qui marquèrent à la fin des années 60. Tandis que les anciennes formes de conservatisme insistaient avant tout sur la nécessité d'imposer une certaine sobriété fiscale, la réaction mobilisait les électeurs sur des questions sociales explosives, soulevant la colère de l'opinion publique contre tout ce qui allait de la désagrégation scolaire à l'art antichrétien, qu'elle connecta ensuite à une politique économique favorable au milieu d'affaires. Cette colère culturelle fut finalement mise au service de fins économiques. Ce sont pourtant ces mesures économiques, et certainement pas les misérables escarmouches d'interminables guerres culturelles, qui constituaient les plus grands monuments de ce mouvement. C'est justement la réaction qui a permis le consensus international de ces dernières années sur la question du libre marché, avec les privatisations, dérégulations et autres désyndicalisations qui l'accompagnent inévitablement. La réaction garantit que les républicains se maintiendront en place même si leur miraculeux libre marché échoue, si leur libertarisme n'apporte rien de concluant, si leur nouvelle économie s'effondre. Elle a permis de concrétiser les fantasmes de la mondialisation et d'un impérialisme de libre marché que les commerciaux de la politique ont imposé au reste du monde avec une belle assurance. Pour la seule raison que certains artistes ont décidé de choquer les ploucs en plongeant des Jésus dans l'urine. La planète entière doit se reconstruire selon le scénario proposé par le Parti républicain américain. La grande réaction a permis la renaissance du laisser-faire, mais cela ne signifie pas obligatoirement que l'on parle
à la manière de ces vieux capitalistes qui invoquaient le droit divin de l'argent ou exigeaient que les manants se tiennent à leur place dans la grande chaîne de l'humanité. Non, bien au contraire, la réaction s'est présentée comme l'ennemi de l'élite, la voix des victimes d'une persécution injuste, une protestation légitime de ceux qui se trouvaient du mauvais côté de l'histoire. Que les héros de cette réaction ne se soient le plus souvent trouvés aux commandes des trois instances du pouvoir, le gouvernement, le Congrès et la Cour suprême, ne comptent pour rien. Quant au fait, pour ceux qui en profitent le plus sont également des individus les plus riches de la planète, cela ne semble pas poser de problème. D'ailleurs, les porte-voix de la réaction minimisent systématiquement l'importance de la politique économique. Le principe de base de ce mouvement est que la culture l'emporte de loin sur l'économie en matière d'intérêt public. Les valeurs avant tout. Comme le proclamait le titre d'un livre de la littérature réactionnaire, sur ce terrain, la réaction a pu rallier au modèle conservateur d'anciens partisans convaincus du New Deal. Ainsi, Ben Wattenberg, qui, comme nombre de penseurs réactionnaires, fut brièvement emporté dans le tourbillon enthousiaste de la nouvelle économie de la fin des années 90. Si les bonnes vieilles valeurs peuvent avoir leur utilité quand les conservateurs sont en tournée électorale, une fois installés au pouvoir, la seule chose qui leur importe de ressusciter, c'est un système économique avec de bas salaires et des réglementations extrêmement souples. Au cours des 3 dernières décennies, ils ont démantelé le système social, réduit les charges fiscales sur les entreprises et les grandes fortunes et assuré le retour du pays à une répartition des richesses dignes du XIXe siècle. D'où la principale contradiction de la Grande Réaction. Un grand mouvement issu de la classe ouvrière qui a causé d'inestimables dommages historiques à cette même classe ouvrière. Les principaux chantres de la réaction peuvent bien évoquer le Christ en permanence, leur seul saint patron est le monde des affaires. Les valeurs peuvent bien passer avant tout. Pour les électeurs, ils se mettent toujours au service de l'argent, une fois qu'ils l'ont emporté. C'est d'ailleurs là une des marques distinctives du phénomène qui fut d'une absolue régularité au cours des précédentes décennies. L'avortement n'est jamais interdit, la discrimination positive n'est jamais abolie. L'industrie culturelle n'est jamais tenue de faire le ménage chez elle. Même le plus grand des guerriers de la culture s'est révélé un dégonflé notoire quand il a failli passer à l'action. Reagan s'était fait le champion des valeurs traditionnelles, mais rien ne prouve qu'il ait considéré leur restauration comme une véritable priorité. Ainsi pu écrire Christopher Lasch, l'un des analystes les plus perspicaces de la sensibilité réactionnaire. Ce qui l'intéressait, avant tout, c'était le retour du capitalisme sauvage des années 20, le rejet définitif du New Deal. Ce fait intrigue tout particulièrement les observateurs, et l'on s'attendait à ce qu'il en soit de même pour les vrais fidèles de la réaction. Leur tribun grandiloquent ne passait jamais à l'acte. Leur colère s'exaspère, mais ils réalisent pourtant, tous les 2 ans, leur héros de droite pour la 2e, la 3e ou la 20e fois. Le truc n'est jamais éventé et l'illusion jamais dissipée. Votez pour interdire l'avortement et vous aurez une bonne réduction de l'impôt sur les capitales. Votez pour que votre pays redevienne fort et vous aurez la décentralisation. Votez pour faire la nique à ces universitaires politiquement corrects et vous aurez de la déréglementation de l'électricité. Votez pour que le gouvernement vous lâche un peu les baskets et vous aurez les conglomérats et les monopoles des médias et de l'agroalimentaire. Votez pour résister au terrorisme et vous aurez la privatisation de la sécurité sociale. Votez pour mettre une bonne taloche à l'élitisme et vous aurez un ordre social au sein duquel les riches sont plus riches qu'ils ne l'ont jamais été. Les travailleurs dépouillés de tout pouvoir et les PDG rémunérés au-delà de toute imagination. Bonne journée Quentin Tamar. A plus. Comme nous pouvons le constater, les théoriciens de la réaction imaginent d'innombrables conspirations, où les riches, les puissants
Et ceux qui ont des relations, les médias libéraux, les scientifiques athées et l'élite snob de la côte Est tirent les ficelles et font danser les pantins que nous sommes. Pourtant, la réaction elle-même s'est avérée un piège politique si dévastateur pour les intérêts de l'Amérique moyenne que même le manipulateur le plus diabolique aurait eu du mal à le concevoir. Car ce à quoi nous avons finalement assisté dans ce pays, c'est à une révolte contre l'establishment, qui s'est conclue par une baisse de la fiscalité sur les droits de succession. Voici un mouvement dont la solution à la structure du pouvoir est d'enrichir les riches, dont la réponse à la dégradation inexorable des conditions de travailleurs est de s'en prendre sévèrement aux syndicats et aux programmes libéraux de sécurité sur les lieux de travail, et dont la solution à la montée de l'ignorance en Amérique est de mettre des bâtons dans les roues de l'enseignement public. Comme une révolution française à l'envers, une révolution où les sans-culottes envahiraient les rues pour exiger plus de pouvoir pour les aristocrates. La réaction ouvre l'éventail du politiquement admissible à droite, plus à droite et toujours plus à droite. Si elle ne se ressuscita sans doute pas la prière à l'école, elle a ressorti toutes les panacées économiques de droite des poubelles de l'histoire. Après être revenu sur les principales réformes économiques des années 60, la guerre, la pauvreté et sur celle des années 30, législation du travail, soutien aux prix agricoles, régulation bancaire, ces responsables tournent aujourd'hui leurs armes contre les acquis sociaux des toutes premières années du progressisme, le droit de succession de Woodrow Wilson et les mesures antitrust de Theodore Roosevelt. Encore un petit effort et la réaction pourrait bien enrayer le trait de totalité d'un trait à la totalité du XXe siècle. Donc, sur le XXe siècle, en outre, revenir sur le XXe siècle est globalement l'objectif affiché du mouvement créationniste dit du dessin intelligent, intelligent design, qui se propose de parvenir à son but en attaquant la théorie darwinienne de l'évolution. Le principal document massif de ce mouvement, produit en 1999 par le Center for the Renewal of Science and Culture du Discovery Institute, affirme que les effets sociaux du matérialisme ont été dévastateurs. Pour illustrer son propos, ce document accuse les approches modernes de la criminalité et du système social, qui sont en outre à l'origine de programmes gouvernementaux coercitifs. Tout cela peut être détruit, nous suggèrent les auteurs en se livrant à une attaque stratégique de l'évolution. Ainsi sont-ils convaincus que, pour vaincre le matérialisme, nous devons le couper à la racine. Cette racine, c'est le matérialisme scientifique. C'est précisément là notre stratégie. Si nous considérons la science matérialiste dominante comme un arbre géant, notre stratégie est censée agir comme un coin, qui, bien que relativement petit, est néanmoins capable de fendre le tronc, s'il est appliqué à ces endroits les plus fragiles. La théorie créationniste se promet de renverser la domination du point de vue matérialiste sur le monde et de remplacer par une science en accord avec la foi chrétienne et théiste. Donc ouais, là on est sur du très très lourd. Les créationnistes souhaitent revenir sur la science pour pouvoir être tranquille. Et pouvoir démonter toutes les évolutions sociales qu'il y a eu depuis le XXe siècle. Qu'il y a eu au cours du XXe siècle. En tant que formule permettant de former une coalition politique dominante, la réaction semble si improbable et si paradoxale que les observateurs libéraux ont souvent bien du mal à croire à son existence réelle. En toute logique, pense-t-il, ces deux groupes, les hommes d'affaires et les ouvriers, devraient se sauter à la gorge. Le fait que le Parti républicain puisse se présenter comme le défenseur de l'Amérique ouvrière est aux yeux des libéraux
un déni de la réalité politique si flagrant qu'ils rejettent globalement ce phénomène et refusent de le prendre au sérieux. Pour eux, la grande réaction n'est qu'une sorte de crypto-racisme, une maladie de vieillesse, l'expression tout azimut de la colère des ploucs religieux ou la protestation de blancs colériques qui s'imaginent à la traîne de l'histoire. Pourtant, interpréter ainsi la réaction, c'est ignorer son pouvoir de séduction en tant qu'idée de sa formidable vitalité populaire. Elle se propage malgré tout comme une épidémie d'amertume, susceptible de toucher aussi bien les fondamentalistes protestants que les catholiques, les juifs et les blancs outragés, ainsi que toutes les nuances démographiques imaginables. Il importe peu que les mouvements qui avaient inspiré initialement le recours à la majorité silencieuse de Nixon dans les années 70 se soient éteints depuis longtemps. La réaction continue de hurler sans faiblir sa colère depuis des décennies. Les libéraux convaincus qui dirigeaient l'Amérique à cette époque forment une espèce de voie de disparition. La nouvelle gauche, avec son mépris et ses sarcasmes à l'adresse du drapeau, a également disparu. La totalité de la société d'abondance, avec ses entreprises paternalistes et ses syndicats puissants, s'évanouit davantage dans l'éther à mesure que les années passent. Mais la réaction, elle demeure. Elle continue de faire ces terribles cauchemars de déclin national, de criminalité sans précédent et de haute trahison, sans se soucier de ce qui se passe vraiment dans le monde réel. Avec le temps, ce qu'il pouvait y avoir d'authentique, de populaire et même de populiste dans le phénomène réactionnaire s'est transformé en un mélodrame de type pavlovien, dont l'intrigue serait aussi téléphonée qu'une émission du O'Reilly Factor. Et les résultats tout aussi prévisibles et juteux qu'une publicité pour Coca-Cola. D'un côté, vous lancez un sujet comme la menace du mariage homosexuel, par exemple, et par l'autre bout de la chaîne, presque automatiquement, vous enregistrez un soulèvement d'indignation de la part de l'Amérique moyenne, des lettres de protestation adressées au rédacteur en chef et une récolte électorale des plus gratifiantes. Mon but est d'analyser la réaction sous tous ses aspects, ses théoriciens, ses élus et ses fantassins. Et de comprendre le type de fonctionnement qui a pu pousser tant de gens ordinaires à un tel masochisme politique. Je le ferai en observant tout particulièrement un lieu où le renversement politique s'est avéré spectaculaire. Il s'agit de l'état dont je suis originaire, le Kansas, ce véritable foyer de mouvements réformistes de gauche il y a un siècle, mais qui figure aujourd'hui parmi les plus fervents partisans de ce non-sens réactionnaire. L'histoire de cet état, comme la longue histoire de la réaction elle-même, n'est pas de nature à rassurer les optimistes ou à faire taire les pessimistes. Pourtant, si nous voulons comprendre les forces qui nous ont poussés si loin vers la droite, c'est bien vers le Kansas qu'il nous faut nous tourner. Les hauts dignitaires du conservatisme aiment se justifier en affirmant que c'est bien le marché libre qui, tel un dieu sage et bienveillant, a commandé toutes les mesures économiques qu'ils ont imposées à l'Amérique et au monde au cours des dernières décennies. Mais en vérité, c'est le dysfonctionnement soigneusement entretenu d'endroits comme le Kansas qui a propulsé le mouvement au firmament politique. C'est la guerre culturelle qui l'a alimenté. Les hauteurs climatisées d'un ensemble de bureaux de quartiers résidentiels, on pourrait se croire entrer dans une nouvelle ère de raison. Ces sites internet chantant à l'unisson son centre commercial en bas de la rue qui chaque semaine semble avoir miraculeusement anticipé nos goûts, pourtant si subtilement changeant, son économie mondiale dont les bienfaits ne cessent de se déverser sur nous, et son faible défilé d'Infinitis, voiture de luxe de la marque Nissan, son long défilé d'Infinitis inoxydable s'écoulant le long des rues de quartier si joliment et si judicieusement conçus. Mais y regarder de plus près, ce pays ressemble davantage à un tableau de folie et de mensonges digne de Jérôme Bosch. Ouvriers patriotes fervent récitant le serment au drapeau tout en étranglant de leurs propres mains leurs chances dans la vie. Petits fermiers votant fièrement pour qu'on les expulse. Pères de famille dévoués faisant tout leur possible pour que leurs enfants ne puissent jamais se payer l'université ou bénéficier de soins médicaux dignes de ce nom.
Travailleurs des villes du Midwest applaudissant au moment d'offrir une victoire écrasante à un candidat dont la politique fera disparaître leur mode de vie, transformera leur région en ceinture de rouille et leur portera des coups dont ils ne se relèveront jamais. Et voici pour la fin de l'introduction.